Barman, on pourrait avoir 2 cafés s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Bienvenue tout le monde dans ce nouveau numéro de Culture de comptoir. Plonger dans une histoire, curieuse métaphore, elle donne à penser. Plonger, c'est un lien avec l'eau. Plonger dans la mer, on peut l'associer à s'immerger. Plonger, c'est donc l'action de sauter dans l'eau tout entier. Peut-on comparer un livre, un film à la mer? Moi, j'ai envie de dire oui. On peut plonger dans une histoire comme on plonge à la mer. Il suffit de prendre son élan et de sauter. Quand on plonge à la mer, on y entre tout entier. On y met tout son être. Plonger dans une histoire, c'est la même chose. Le moment où l'on saute, c'est comme le moment où on ouvre un livre, puis on y entre tout entier. En s'identifiant ou en se projetant, on s'immerge complètement et on fait abstraction du reste. Cela est vrai tout particulièrement chez les enfants qui s'identifient tout particulièrement aux personnages. Les enfants plongent donc tout entier dans les histoires qu'ils lisent ou simplement qu'ils regardent au travers des illustrations. On peut alors faire un parallèle entre le héros d'une histoire qui plonge dans un monde imaginaire et le lecteur, le spectateur, l'auditeur ou le visiteur d'une exposition par exemple qui accompagne ce héros dans cette plongée. Nous devenons alors progressivement le héros. Quand Alice plonge dans le pays des merveilles, nous devenons Alice. Et quand le jeune héros entre dans l'histoire, dans le film L'Histoire sans fin, c'est nous qui vivons l'aventure. Et qui n'a pas un souvenir d'un grand-père nous racontant une histoire fabuleuse qui nous faisait rêver, à l'instar du jeune garçon malade dans le film Princess Bride de Rob Reiner. Alors aujourd'hui, plongeons ensemble dans les histoires, un monde sans fin, avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Ben, très bien. Alors je crois que tu es venu nous parler dans ce numéro spécial autour de la plongée dans l'histoire, dans le livre, dans le film et autres. Tu nous as amené des mangas. Tout à fait. C'est une série de mangas donc, qui est en cours, qui a commencé en 2017, qui a été écrite donc, par la mangaka Izumi Mitsu. Donc là, voici le premier volume. Et ça raconte donc l'histoire d'un jeune garçon là, que vous voyez, qui s'appelle Shiyo. Donc l'histoire est complètement fantastique. On n'est pas du tout dans le monde réel. Et donc ça se passe sur un continent qui s'appelle Atoll Tonal. Sur ce continent, il y a plusieurs ethnies qui vivent ensemble. Shiyo, ce petit garçon, est très pauvre, vit avec sa sœur tout seul. Et sa sœur donc insiste énormément pour qu'il aille à l'école parce qu'elle, elle n'a pas la chance de savoir lire et écrire. Au moins, elle se dit que si son petit frère va à l'école, il pourra faire quelque chose de sa vie. Et ce petit garçon Shiyo adore lire, adore donc se plonger dans les histoires, s'immerger complètement, se mettre à la place du héros. Et à l'école, il a la chance de lire un livre qui raconte l'histoire d'un pirate qui s'appelle Shahrazad, pardon. Et il cherche désespérément la suite donc, de ce roman. Et la suite de ce roman, elle est donc dans la bibliothèque du village. Malheureusement, comme il est pauvre, différent des autres, parce qu'il a des oreilles pointues, il est blond, il a les yeux bleus. Et dans son village, ils ont tous les cheveux noirs, les yeux marrons, la pommade. Le directeur donc, de la bibliothèque refuse donc de lui prêter le livre, sous prétexte qu'il va l'abîmer, qu'il va le déchirer, et puis de toute façon qu'il ne sait pas lire, qu'il n'en a pas besoin parce qu'il est pauvre. Et il a la chance donc, dans ce village d'avoir donc la fille de ce directeur qui est son amie et qui va donc lui prêter la suite du livre. À nouveau, il va se replonger dans l'aventure donc, du pirate. Et donc, à travers toute son histoire, il va vivre donc l'aventure de ce pirate. Et son rêve, donc à Shiyo, c'est de quitter donc, son petit village où il est vraiment le souffre-douleur de tous les enfants et de tous les habitants pour pouvoir vivre ses aventures. Voilà. Et donc, dans ses aventures, il va avoir donc, la chance de rencontrer plein d'ethnies. C'est un petit garçon persévérant, très courageux. Il y a de très fortes valeurs, la bienveillance, la confiance en soi, plein de choses.
Et donc, il faut vraiment l'acheter aux enfants. C'est vraiment très beau. Alors, ça sera fin cycle 3, à partir de CM2, collège, lycée, adulte, même du coup, les mamans, elles le lisent. Et ça veut dire 9-10 ans pour. À partir de 9-10 ans. À partir de 10 ans, je dirais vraiment CM2. Oui. CM2, parce qu'il y a quand même des choses assez dures. C'est une catégorie, on va dire, seinen, les mangas sont catégorisés. C'est une catégorie seinen, donc c'est au-dessus du jeune garçon, on va dire. Mais bon, c'est adulte aussi, hein. C'est pas trop jeune quand même. C'est pas très mature, mais on est sur de l'entre-deux. Donc voilà, et après, donc, les dessins sont magnifiques. Un manga, c'est toujours en noir et blanc, bien évidemment. Oui, tu peux nous montrer un petit peu l'intérieur, les illustrations Alors, je sais pas parce alors ça s'ouvre à l'envers, moi. Bien sûr, donc de droite à gauche, puisque les Japonais écrivent de droite à gauche. Et donc, ça se lit aussi de droite à gauche. Alors, au début, on peut être un petit peu perdu. Moi, la première, j'ai eu du mal à m'y mettre. C'est mes filles qui m'ont initiée. Au début, je comprenais rien du tout. Je dis non, mais je suis perdue en fait. Mais non, maman, c'est droite, gauche, là, ok, d'accord. J'ai eu du mal à m'y mettre. Mais les plus jeunes s'y retrouveront facilement. Oui, mais eux, ils ont plus l'habitude. Alors moi, j'ai toujours une vision du manga, alors peut-être un petit peu attardée, du manga type Dragon Ball Z, ça jette des boules de feu, il se transforme en robot, tout ça. Bon, j'imagine que ça existe dans le manga vu que ça vient de là. Oui. Mais est-ce que pour le coup, le manga, c'est beaucoup plus large que ça? Ah oui, là c'est très large parce que là, donc DBZ, c'est ce qu'on appelle un shonen. C'est vraiment une catégorie pour les jeunes garçons. Il n'y a pas que Dragon Ball Z. Le plus connu, c'est One Piece, Naruto, j'en passais des meilleurs. Voilà, tous les garçons, quand ils vont dans le rayon, prennent ça. Mais c'est très très varié le manga. Il y a vraiment des mangas complètement fantastiques et il y a aussi des mangas très proches de la réalité. Alors je ne sais plus le nom du mangaka, mais il y a même eu un manga sur la bombache, donc pour te dire, mais bon, très dur, bien sûr, c'est pour les adultes. Et quand on parle de ces catégories, donc combat, sport, tout ça pour les jeunes garçons, on appelle ça les shonen, parce qu'en japonais shonen ça veut dire jeune garçon. Pour les catégories romance, fleurs bleues pour les petites filles, on appelle ça des shoujo. Alors je fais pas je le dis à la française, je prends pas l'accent japonais parce que je veux pas faire peur à tout le monde. Donc les shoujo, donc ça va être destiné aux jeunes filles. Et aussi aux mamans qui aiment le romantisme, n'est-ce pas? Je ne me sens absolument pas visée. Mais je crois que ça veut dire que c'est aussi stéréotypé que ça, la destination des mangas? En fait, quand un manga sort au Japon, il est catégorisé. Après, c'est très subjectif, vu que moi, par exemple, je lis des shonen, je lis des shoujo, je lis des seinen, je lis des josei, enfin, il y a pas mal de catégories. Mais c'est comme ça, en fait, au Japon, quand on sort un truc, c'est forcément estampillé. C'est comme nous, les romans, quand tu sors un roman, ça va être un thriller, ça va être tu vois, c'est pareil, mais après, si tu aimes tout lire au manga, tu vas tout lire. D'accord. Alors pour revenir un petit peu au thème de l'émission, donc c'est vraiment ce rapport que ce jeune garçon entretient à la lecture et au monde, à cette aventure de ce pirate dans lequel il s'immerge, et j'imagine qu'il y a cette idée d'identification au personnage. Et comment toi tu définirais la plongée que tu as eue dans ce livre, dans ces mangas? C'est quoi ton rapport au personnage, à l'histoire, au dessin? Alors, au début, c'était bizarre quand j'ai commencé, parce que je n'ai pas pris de suite. Alors après, j'ai l'habitude de lire des mangas très différents de ça. J'ai trouvé que ça partait, à mon sens, pas très très vite. Et puis de suite, en fait, je me suis dit, ah mais ce pauvre petit garçon, ça m'a fait couler la larme. D'ailleurs, à la fin du 3e, j'ai pleuré, mais bon, après, je suis très bon public. Peut-être que tout le monde ne le fera pas. Mais voilà, ce petit garçon, tu as vraiment envie en fait de l'accompagner. Effectivement, il veut absolument avoir la suite du serment. Après, du coup, à la fin du tome 1, il va donc décider de partir vers la cité donc, des livres où il y a la bibliothèque centrale à Chaque, parce que pour lui, finalement, ce qu'il veut faire de sa vie, c'est les livres. Alors, il ne sait pas trop encore s'il veut écrire des livres ou s'il veut restaurer des livres, peu importe, mais il veut vraiment passer sa vie
autour des livres, avec en tout cas les livres, et continuer en fait à s'immerger dans toutes les histoires qu'il va lire et à prendre la place de tous les héros, parce qu'en fait il veut vivre son aventure à travers ses romans, puisque pour lui il n'a pas la possibilité de faire autrement. Donc j'ai trouvé que c'était super fort. Et aujourd'hui, quand on achète un roman à nos enfants, on a vraiment envie du coup qu'ils s'immergent, et on cherche, moi la première, quand j'achète un roman, je dis ah ouais, le héros il fait ci, il fait ça, ouais, donc du coup ça va lui plaire. Et je trouve que c'est super fort en fait que Chio nous emmène à travers en fait sa lecture à lui. Enfin, c'est ça qui est super en fait. Oui, une espèce de mise en abîme finalement entre ce que vit le personnage et ce que toi tu vis. Ouais. Et toi tu te sentais plutôt, alors comment dirais-je, en identification par rapport au personnage ou en empathie avec ce qu'il vit? En empathie, en totale empathie, parce que je vais avoir du mal à m'identifier à un petit garçon de 8 ans. Mais du coup, oui, alors moi en plus je suis empathique, donc au milieu du tome, comme je te dis au début, c'était bizarre parce que en plus le tome commence, il est en train de lire donc son roman sur son pirate Shahrazad, et c'est ce que tu lis toi. Donc au début, mais je comprends pas trop. Et puis j'avance, ah oui, mais ok, en fait, il était à la place de son pirate et il vivait ses aventures. Et quand tu arrives au milieu du tome, là, tu es complètement happé par le personnage. C'est vraiment très très beau. Parce que, encore une fois, les valeurs qu'il véhicule sont vraiment très fortes. Oui, parce qu'au-delà d'être quelque chose qui, au sens littéraire du terme, emporte dans une histoire, il y a quand même pour les enfants, à partir de 10 ans, tu nous disais, le fait de véhiculer des valeurs de tolérance, d'arriver à comprendre l'intérêt de se cultiver, de lire, d'accéder à la culture. Oui. Donc il y a tout un tas de choses qui sont quand même plus intéressantes en termes éducatifs au sens large. Oui, c'est vraiment un livre qu'il faut vraiment acheter à ses enfants. Surtout si c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal à se mettre à la lecture. Là c'est vraiment parfait, là c'est vraiment super. Est-ce qu'on pourrait voir les autres, qu'on voit les couvertures un petit peu à l'écran, parce qu'en plus, vraiment, moi qui ne suis pas très manga, ça donne vraiment envie. Les illustrations sont très belles, très travaillées. Alors ce qu'il faut savoir sur un manga, il y a toujours une petite surprise, c'est le premier truc qu'on fait quand on l'achète. On enlève ça et il y a toujours des petites histoires. Alors ne vous spoilez pas, en général ça faut le lire après. Au début je me suis fait avoir, j'ai dit qu'est-ce que je suis en train de lire? Non, je le ferme. Toi aussi tu vas l'avoir. Oui, à l'intérieur de la jaquette. À l'intérieur de la jaquette. Oui, d'accord. Très souvent. Tu vois là je le découvre, je ne savais pas du tout. Voilà. Et en plus, là c'est vraiment un manga très très beau, super papier cartonné glacé. En général ce sont des livres très beaux. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont tombés dans le manga par la beauté de l'ouvrage. Moi, je les trouve très très beaux. Oui, puis en plus, le manga et l'univers du Japon au sens large, ça parle à beaucoup d'enfants de cette génération. Oui. Et donc, c'est peut-être une entrée intéressante pour amener plus tard vers la lecture, ou même en tout cas être sensibilisé à certaines valeurs dont tu parlais. Donc très beau livre, tu en as mené 4, apporté 4. Est-ce que ça veut dire que c'est une série? Est-ce qu'elle est finie? Est-ce qu'il y en a d'autres? Elle n'est pas finie, j'ai pas trouvé d'informations, je sais pas combien de volumes donc la mangaka sortira. Là elle en a sorti un par an, donc ça a commencé en 2017. Et là le dernier, le 4, est sorti donc cet hiver en novembre. Donc toujours aussi belle jaquette, pareil, exactement le même dessin. Et je vois que M. Barman s'intéresse aussi beaucoup, donc on va lui faire profiter aussi. Il faut. Effectivement, très belles illustrations, même si on n'est pas très porté manga, il y a un sacré travail au niveau de l'illustration. C'est très très beau. Alors moi ce que j'apprécie particulièrement dans les mangas, c'est les yeux et la bouche. Rien qu'en regardant par exemple sur j'ai pris au pifomètre, à chaque fois quand on regarde les yeux et la bouche d'un personnage qui ne ressemble jamais à un japonais en plus. Ça, il faut le remarquer. C'est vrai. Mais oui, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai cherché l'information, mais bon, là, de toute façon, dans ces histoires, on n'est pas du tout dans le Japon, on est plus Moyen-Orient, Inde. C'est très fantastique, c'est à nous de trouver la référence. À chaque fois, donc, sur les yeux et la bouche, on trouve de suite l'expression des personnages, tout le temps. Sur tous les personnages. À la limite, il ne mettrait pas les cheveux, les oreilles, le reste. Rien que les yeux et la bouche, vous savez s'il est triste, il est content, il est en train de mourir, il est amoureux, tout ce qu'on veut. Le travail des expressions, mais effectivement... Je trouve ça vraiment remarquable chez les mangaka. Très intéressant. Et alors, parce que là, il va falloir qu'on
qu'on avance et qu'on termine bientôt l'émission. Donc, le titre Magus of the Library, avec un super accent anglais. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'éditeur, l'auteur et où on peut trouver ce type de livre si on s'intéresse Alors les mangas, il faut savoir que ça fait à peu près depuis les années 2000 qu'ils ont exposé chez nous dans les mangas, vous en avez partout. Hein. Donc la mangaka en question c'est Izumi Mitsu. Ceux-là, je crois qu'on les a trouvés au Leclerc, à Blagnac, mais personnellement, moi j'adore aller donc, à la librairie au centre à Toulouse, rue Saint-Ursule, c'est BD Fugue. Et vous pouvez aussi acheter aussi sur leur site internet, .com.fr. Une boutique spécialisée, voilà. J'imagine que c'est tout bon libraire, en particulier les petites librairies sur Tournefeuille ici, doivent pouvoir nous procurer ces choses-là en commande par exemple. Oui, et puis aussi vous avez une très belle librairie aussi à Colomiers, la Préface, qui a aussi pas mal de mangas. En général, le prix d'un manga, c'est à peu près 7 €, exactement 6,95 €. Seulement ceux-là sont vraiment très très riches. Ils étaient aux alentours de 10 €, mais après, c'est pas plus cher que ça. D'accord, ça reste un prix très raisonnable pour un livre, effectivement, surtout quand c'est une belle série qu'on peut après garder à plus long terme et transmettre. Mais écoute, Christine, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venue nous présenter cette série manga et qui donnera, j'espère, envie à beaucoup de gens de... Excuse-moi, je peux me permettre. Ah oui, bien sûr, monsieur Laurent. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très manga, mais c'est vrai que les dessins sont super, oui, ils sont très travaillés, très détaillés. C'est pas trop mon domaine, mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, on a quand même envie de lire. Moi, mon domaine, c'est plutôt hors les cafés, c'est plutôt le jeu de société. Et c'est vrai que là, le fait de parler d'immersion, ça me fait penser à un jeu que j'ai joué il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vais l'avoir... Ah bah oui, ça va nous intéresser, oui. Alors, c'est vrai que dans le jeu de société, on a tendance à se plonger aussi dans un monde, dans un univers, alors peut-être de façon différente que la lecture ou autre. Alors la boîte, elle prend un peu de place. Sacrée boîte. Donc on est en effet sur une sacrée boîte. Faisons un petit peu de place. On va faire un petit peu de place. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà un sacré gabarit, c'est déjà un sacré jeu de société. C'est pas le petit jeu de société qu'on va transporter partout, voilà. Donc là, le jeu de société, Les Demeures de l'Épouvante, c'est un jeu de société qui se joue de 1 à 5 joueurs. Voilà. En effet, on peut jouer tout seul, donc je vais expliquer rapidement après pourquoi on peut jouer là. Jouer tout seul Oui, on peut y jouer tout seul. Alors c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de coopération, donc on va tous jouer ensemble contre le jeu. C'est un jeu d'enquête, un univers très sombre, très mystique, c'est du Lovecraft pour ceux qui connaissent. Dont on parlait dans une émission précédente. Voilà, donc voilà, ceux qui aiment tout le côté effrayant, suspense, c'est vraiment top. Voilà. Chaque joueur va incarner un personnage qui va faire évoluer pendant la partie. Donc c'est pour ça que c'est du jeu de rôle aussi. D'accord, parce qu'on gagne en points de vie, on gagne en compétences ou choses comme ça. Exactement. L'avantage de ce jeu-là, contrairement à d'autres jeux de rôle, c'est qu'on n'a pas besoin de maître du jeu. Voilà. Mais alors qui est le maître du jeu? Qui est le maître du jeu? Du coup, ça va être une application. Donc en fait, les développeurs ont créé une application. Donc voilà. Donc sur l'application, on va choisir le scénario. Il y a plein de scénarios différents, avec des intrigues différentes. C'est des enquêtes. Et dans cette boîte-là, donc il y a plusieurs boîtes, plusieurs extensions et plusieurs enquêtes. Donc ça, c'est la seconde édition, la boîte de base de la seconde édition. On va être dans des demeures, dans des bâtisses. Donc ça va rajouter ce côté très confiné, très intrigue, très sombre. Voilà. Ça se passe pendant les années 1120. Donc voilà, avec un design, je vais montrer juste une petite tuile pour vous montrer un peu le design. Hop. Pas mal de règles. On a des figurines. Donc voilà, donc ça c'est les figurines brutes. On peut les peindre. Voilà, donc ça c'est une des créatures. C'est un jeu de... C'est notre ami Cthulhu. Exactement. Voilà. Pour les rôlistes qui connaîtraient l'appel de Cthulhu. Exactement. Donc voilà, donc c'est un jeu d'intrigue, on aura des énigmes, mais on aura également des créatures. Donc là, c'est une créature que j'ai commencé à peindre, elle n'est pas finie, il faut faire encore le socle. Mais voilà, donc on a plein de créatures diverses et variées. Et on a... on en tombe, mais c'est pas grave. On va essayer de le peindre. On a des tuiles. Voilà. Donc les tuiles, il y a différentes tailles, je ne vais pas toutes les sortir, c'est pas l'objectif. Voilà, là c'est juste pour vous montrer un peu le style des tuiles. Donc, on a des intérieurs, des parquets, des jeux de lumière. On peut avoir beaucoup de détails avec des indices qui traînent par terre, il peut y avoir des petites armes des fois, des choses comme ça.
Et en fait, le principe de l'application, c'est que chaque joueur va commencer sur une tuile. Donc ça va être la tuile principale, ça va être l'entrée du manoir. Et l'application, il y a toujours cette petite musique d'ambiance qui va nous dire ah, derrière la porte là, il y a un bruit. Il y a une casserole qui est tombée. Et là, l'application va nous dire bon, bah voilà, vous avez le choix. Soit vous utilisez vos points d'action pour barricader la porte, et on continue le jeu dans une autre direction. Je vais voir moi. Soit tu vas voir. Tu vas voir si toi. Et du coup, je sais pas, faut voir, ça dépend de mon personnage. Quelle que soit l'action qu'on choisit, on va le signaler à l'application. Allez, on va voir, on clique sur la porte, donc on fait l'action ouverte, on ouvre la porte, et là, l'application va nous montrer une nouvelle tuile qu'on va rajouter, et on va rajouter des éléments comme ça au fur et à mesure. Donc au plus on va jouer, au plus on va avancer dans le manoir, qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on joue. Voilà, le plateau n'est pas défini à l'avance, c'est pas, ben voilà, je sais que dans 4 tours, je pourrais être dans telle pièce. Là, on découvre vraiment voilà. Oui, c'est sûr. Le rapport à l'application, donc un plateau bien étudié avec de jolis espaces, les petites figurines, ça veut dire qu'on est vraiment dans ce côté immersif, le jeu est prenant, voilà. Et en équipe ou seul, mais a priori, voilà. on va s'amuser à se faire peur et à résoudre l'enquête. C'est des parties qui sont assez longues quand même. Le scénario le plus court que j'ai fait, il dure quand même 3 heures. Oui, il faut avoir un peu de temps ça, en soi. Ça peut monter jusqu'à 6 heures quand même. Donc, suivant le nombre de joueurs, je pense que plus on est nombreux, plus c'est long. Non, pas forcément, parce que c'est quand même dynamique et même si on perd, généralement le temps est quand même un peu fixe. Alors si on perd, c'est qu'on est mort? Alors si on perd, c'est que la figurine qu'on incarne est malheureusement décédée ou que la mission n'a pas été réussie. Ça peut être par exemple, il faut trouver des énigmes et la personne s'est enfuie finalement avec les énigmes et du coup on n'a pas validé la mission. D'accord. Voilà, mais ça peut être très bien, ben voilà, finalement la maison a pris feu parce qu'on l'a déconné avec une lampe torche et ben, on est tous morts dans les flammes. C'est un jeu qui est quand même conseillé à partir de 14 ans. Oui. Voilà. 14 ans, c'est l'âge minimum pour ce type de jeu. Minimum, voilà, parce qu'il y a quand même une ambiance un peu horrifique, et il y a quand même une mécanique de jeu à maîtriser. C'est pas conseillé aux débutants. Ou alors il faut jouer avec quelqu'un qui connaît déjà ce style de jeu. Et puis le rapport à l'application, j'imagine qu'il faut s'inscrire ou télécharger l'application. Donc après, il y a des règles. L'application est disponible. Moi, je joue sur ordinateur, on peut le mettre très bien sur tablette. Sur smartphone, c'est un peu petit, donc c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, elle est disponible sur plusieurs plateformes. Moi, je l'utilise par exemple sur Steam. Alors, voilà. Juste pour information pour les gens qui auront envie de se procurer ce genre de jeu, qui ont envie de se plonger dans l'univers angoissant d'une résolution d'enquête un peu mystérieuse, le coût d'une boîte comme ça et l'éditeur, et où est-ce que je peux me la procurer? Le coût, alors comme c'est un jeu avec quand même des figurines, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, il y a beaucoup de scénarios, le coût est de 90 €. Oui, c'est quand même une belle boîte de jeu. C'est quand même un petit investissement. Voilà. Si on part avec toutes les extensions, si jamais vous kiffez vraiment ce style de jeu, il y en a pour à peu près 300 €. Oui, d'accord, ça a vraiment un coût important. Voilà. L'éditeur, c'est, avec mon super accent anglais, c'est Fantasy Fight Game. Okay. Voilà. Leur maison mère, c'est Asmodée. C'est un peu plus connu. Oui, tout le monde connaît les jeux Asmodée, les petits jeux de leur maison mère. Voilà. Et sinon, cet éditeur-là font beaucoup d'autres jeux de rôle, du style Game of Thrones, Star Wars, voilà. Souvent des figurines. Ils ont aussi un jeu de figurines qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'univers Marvel. Enfin voilà. Et on peut le trouver. Alors, moi, celui-là, je l'avais acheté au centre-ville de Toulouse, au Passe-Temps, ceux qui me l'avaient conseillé. Donc voilà. Il est sorti il y a quand même quelques années. Il est sorti en 2017 ou 2016, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et sinon à Tournefeuille aussi, il y a une Fantasy Live, je sais qu'ils ont. Voilà, ils ont pas toutes les extensions, ils ont le jeu de base, ce qui est déjà pas mal. Après, si on l'appelle, il peut commander les autres extensions, et voilà. D'accord. Une Fantasy Live, c'est un magasin qui se trouve sur Tournefeuille. Sur Tournefeuille, exactement, c'est une petite boutique de jeux de société. Au niveau du petit centre commercial, direction de Toulouse, à Nonay-sur-l'Ardenne, me semble-t-il. Exactement. D'accord. Sur le vieux Tournefeuille, là, dans la petite rue. Oui, là où il y avait le magasin. Enfin bon, tu verras, on rappelle le nom de la boutique. Une Fantasy Life. Voilà. Ok, écoutez, merci Barman pour cette belle découverte. Voilà. Il faudra qu'on ferme un peu plus tard le café aujourd'hui, on va y jouer. Hein. Quand vous voulez, moi je suis initiation de l'heure du couvent, je suis toujours disponible. D'accord, merci à vous. Je voulais moi terminer dans cette idée de s'immerger dans une histoire. On a parlé des enfants, on a parlé des plus âgés. Moi je voudrais parler des tout petits, les 3, 7 ans, 8 ans.
peut-être certains connaissent cette petite boîte, la boîte à histoire, un truc magique, tu connais peut-être, tu as eu des enfants, non? Alors c'est édité par une boîte française qui s'appelle Lumi, L-U-M-2-I. Cette petite boîte, on peut donc se la procurer dans tout bon magasin de jouets ou sur internet ou autre. Et alors, on décrit souvent l'utilisation d'un outil média pour les plus petits, mais alors cette boîte-là, elle est carrément magique. Les parents qui ont des petits aujourd'hui s'en servent. Il suffit de l'allumer. Les histoires de Suzanne et Gaston. Alors là, on va avoir des petits personnages ou des petites figurines ou quoi qui vont être à nombre, un petit peu à nombre chinoise, comme ça. L'enfant va pouvoir de façon très simple sélectionner Le royaume arc-en-ciel. son histoire. Ben voilà, tiens, le royaume arc-en-ciel, ça me plaît, c'est mignon comme tout. Et l'intérêt, c'est que cette boîte, La terre des hommes se trouvait un endroit magique et merveilleux. et cette boîte va me raconter des histoires et va me permettre d'être en interaction Avant de se répandre, et donc de pouvoir choisir à un moment l'action. On en parlait dans le jeu précédent, mais tout simplement, j'ai des propositions qui vont se faire et des petites choses qui apparaissent. Et puis je vais juste dire, je vais sélectionner mon action, je vais dire OK, et je vais avancer dans mon histoire. Et c'est quelque chose qui est vraiment super mignon, et on enlève le côté écran, et en même temps, quelque chose de super immersif pour les enfants. Donc ceux qui ont des enfants de 3, 4, 5, 6, 7 ans, si vous n'avez pas ça, tous les parents autour de moi me disent, mais achète ça à tes gamins. Voilà, donc je crois que les tiens sont plutôt grands maintenant, c'est un peu tard. Je pense pas que ça va. Mais pour les autres, Par voilà. contre, le jeu du barman, oui. Ah, voilà. Donc, la boîte à histoire, la petite boîte verte avec ses gros boutons jaunes de chez Lumi, vraiment un super investissement, un bel objet immersif et où on peut se créer un petit peu les histoires soi-même quand on a 3, 4 ans, 5 ans. Génial. Voilà, Lumi, L-U-M-2-I. Voilà, c'est tout pour ce numéro spécial immersion dans des histoires magiques, fantastiques et infinies. Qu'on lise, qu'on regarde des films, qu'on joue à des jeux, s'immerger dans des histoires, c'est bon depuis tout petit jusqu'à un âge avancé et bien plus. Je remercie notre barman pour cette belle découverte sur cette boîte de jeu. Je remercie chaudement Christine d'être venue nous présenter ce très beau manga. Et puis, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne matinée, peu importe à quelle heure vous regarderez ce programme. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Culture de Comptoir. Salut! Au revoir.